VOA Afrique. Le républicain Donald Trump a pris les clés de la Maison-Blanche le 20 janvier 2017. Un an plus tard, coup d'œil dans le rétroviseur. Bienvenue dans Washington Forum. Jacques Aristide dans la capitale américaine. Heureux de vous retrouver. La fermeture de 3 jours du gouvernement fédéral et les manifestations pour la deuxième marche des femmes ont éclipsé le premier anniversaire. Mais un an après, où en sommes-nous? Le président Trump a-t-il changé les États-Unis? Ses rapports avec les médias demeurent-ils conflictuels? Le pays tire-t-il profit des nouvelles relations diplomatiques et commerciales? Où se dirige l'enquête sur la Russie? Quid de l'Afrique après les récents propos jugés désobligeants prêtés au président? Et quels sont ses défis pour l'an 2? Notre décryptage à venir. Un grand merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Nos invités nous livreront leurs analyses et commentaires sur la première année du président Trump dans quelques petites minutes. Également de programme toute une série de reportages. Politique étrangère pour démarrer de la Corée du Nord à l'Iran en passant par l'accord de Paris sur le climat. Tour du monde de la diplomatie à l'ère Trump avec Dili Diko. J'ai décidé qu'il est temps de reconnaître officiellement Jérusalem comme la capitale d'Israël. Cette annonce en a surpris plus d'un. La solution à 2 États est la seule solution. Il n'y a pas de plan B. La décision de Donald Trump va à l'encontre d'une politique américaine de longue date, selon laquelle le statut de Jérusalem devrait être établi suite à un processus de négociation. Elle constitue également un parfait exemple de la rupture que représente l'administration Trump par rapport à celle de son prédécesseur. C'est la nature même de la présidence de Trump. Elle n'est pas conventionnelle et ne repose pas toujours sur une ligne stratégique. Sur le dossier nord-coréen, la question du nucléaire iranien, ainsi que l'accord de Paris sur le climat, Trump a adopté une posture bien différente. On l'a vu lors des offensives contre le groupe État islamique en Irak et en Syrie, qui ont permis de quasi-éliminer Daesh dans les 2 pays. Pareil en ce qui concerne la Corée du Nord, avec une approche plus belliqueuse, la menace iranienne est aussi perçue de manière plus ferme. Si l'approche percutante de Trump est une de ses promesses de campagne, certains commentateurs estiment que des situations compliquées, comme celle de l'Iran, méritent une démarche diplomatique. Un point de vue qui prévaut notamment sur la question du changement climatique, suite à la décision du président de se retirer de l'accord de Paris, faisant des États-Unis le seul pays à rejeter ce pacte international. En dépit de ce retrait, certains observateurs affirment que Donald Trump a entrepris moins de changements en matière de politique étrangère que sa campagne laissait présager. La politique étrangère de Donald Trump est plus traditionnelle qu'on ne pourrait le penser, car le président rejette l'isolationnisme. De nombreux analystes pensaient que cette administration serait isolationniste et que les États-Unis allaient tourner le dos au monde. Ce n'est pas le cas. Perturbatrice ou conformiste, la politique étrangère de Donald Trump tient en haleine ses alliés tout autant que ses adversaires, en particulier en cette période symbolique marquant le début de la 2e année de son mandat. Et voilà, 2 invités avec nous pour nous accompagner dans cette émission. Du studio de la VOA à New York, le professeur Ngemi Yalengi. Il a notamment enseigné à City College de New York. Il est un supporter du président Trump. Et avec moi sur ce plateau, dans notre studio à Washington, D.C., le chef du service francophone de la VOA, Timothée Donangmai. Alors, Timothée, je me tourne d'emblée vers vous. Et un an de politique étrangère du président Trump, grosso modo, le rôle des États-Unis dans le monde a-t-il changé sur les 12 derniers mois, d'après vous? Le rôle des États-Unis a radicalement changé au cours de ces 12 derniers mois. Le président Trump est venu à la Maison-Blanche
avec l'intention affichée de prendre le contre-pied de tout ce qui a été fait jusque-là par l'administration Obama. Donc on a vu un repositionnement des États-Unis sur la scène internationale, un retrait par exemple de ce partenariat transpacifique qui, du temps du président Obama, était un aspect clé du rayonnement des États-Unis dans le monde. Le président Trump a dit que lui, il préfère des négociations bilatérales au cas par cas pour voir que dans chaque cas, les intérêts des États-Unis sont respectés. Donc on a vu un changement de cap radical de la politique étrangère américaine sous le président Trump. Je ne vous apprends rien, évidemment, en vous disant qu'il a pas mal de détracteurs, mais comme vous venez de le dire, le retrait, par exemple, de l'accord de Paris sur le climat, et vous avez parlé de ce traité Asie-Pacifique, évidemment, ses partisans aiment sa politique de retrait de certains accords internationaux, et parce que, d'après lui, ce sont des accords qui sont contraires aux intérêts économiques des États-Unis. Donc, en quelque sorte, est-il en train de réaliser, de tenir ses promesses de campagne, l'Amérique d'abord? L'Amérique d'abord, tout à fait, et c'est ce que le président Trump explique dans chaque cas. Il dit que tous ces accords multilatéraux ont été une façon pour les autres de prendre avantage des États-Unis. Il dit que ces accords imposent des contraintes, de nombreuses contraintes, à l'économie américaine. C'est le cas de l'accord de Paris notamment, selon le président Trump. Donc il estime que le moment est venu pour les États-Unis de se retirer et d'analyser chaque situation et au besoin de renouveler ou de re-signer ces accords, mais cette fois-ci en préservant, en défendant les intérêts américains. Donc il ne faut pas être choqué outre mesure de par ce que nous voyons. Ngemi Yalengui, d'après un récent sondage Gallup, seuls 30% des personnes interrogées dans 134 pays approuvent l'action du gouvernement américain. Son image dans le monde est plus mauvaise que ne l'a jamais été celle de Barack Obama et George W. Bush. Cette impopularité met-elle en péril le leadership américain dans le monde, d'après vous? Non, pas du tout, pas du tout. Les États-Unis seront toujours et vont rester encore pour un peu longtemps la superpuissance du monde. Et cette affaire du sondage ne fait pas des États-Unis ou du président Trump moins les leaders du monde libre. Ce qu'il y a, c'est que, comme vous vous rappelez, le monde entier ne s'attendait pas à ce que Donald Trump devienne président. Et encore, Donald Trump est en train de se montrer comme un Américain qui n'a pas peur, qui n'a pas honte, qui veut dire la vérité. D'ailleurs, c'est pour cela que les Américains l'ont choisi au détriment de Hillary Clinton, qui était démocrate. Donc moi, je suis sûr que le leadership des États-Unis et du président Trump ne va pas diminuer pour autant. Merci. Alors, il y a quelque chose qui plane encore, l'enquête sur une collusion présumée entre des membres de l'équipe de campagne présidentielle de Donald Trump et la Russie. C'est une enquête qui se poursuit. Le président continue de la dénoncer comme une chasse sorcière et accuse des enquêteurs du FBI de partialité. Le point avec Anastasie Tudièche. Avant de se rendre à une cérémonie de l'Académie gérée par le FBI, le président Trump a émis une série de critiques sur la super agence de police. Il a exprimé colère et tristesse à propos du rôle joué par le FBI dans l'enquête que ses détracteurs réclament pour prouver la collusion entre sa campagne et la Russie et sa propre implication. Il n'y a absolument pas de collusion. Je n'ai pas téléphoné en Russie. Je n'ai rien à voir avec la Russie. Tout le monde le sait. C'est un canular des démocrates. C'était pour justifier leur échec aux élections et ça n'aurait jamais dû se passer comme ça. D'un point de vue légal, la question de la collusion reste posée. Une chose est certaine, un témoin clé, l'ancien conseiller à la sécurité nationale du président, a reconnu avoir menti à propos de ses contacts avec la Russie et il est maintenant prêt à coopérer avec les enquêteurs. Il n'est pas question de grâce pour Mike Flynn pour le moment. Nous verrons bien ce qui se passera. Pour certains, cette réponse du président à la question d'un reporter est un signal envoyé à Michael Flynn, lui disant que son silence pourrait être récompensé. Mais un avocat de la Maison-Blanche dit qu'il n'est pas question de gracier Flynn. Le président s'en est plusieurs fois pris à des journalistes qui diffusaient des informations sur les liens entre sa campagne, des membres de son administration et la Russie.
Il a néanmoins fait l'éloge des médias conservateurs qui remettent en cause la crédibilité du conseiller spécial. Les fausses infos sont là-bas au fond de la pièce. Fausses infos. En fait, parmi eux, certains sont bons. Disons, qui au fond là-bas? Disons 30%. Pendant son discours devant des agents du FBI fraîchement diplômés, le président a évité de répéter que le bureau est en ruine. Donald Trump semble toutefois émettre des doutes sur ses agences fédérales et de renseignement. On rappelle qu'un enquêteur du FBI a été écarté de cette investigation après des messages anti-Trump. Peter Strzok était en première ligne dans cette enquête. Il a également pris part à celle sur les courriels d'Hillary Clinton qui n'a abouti à rien. Et vient de nous rejoindre sur ce plateau à Washington, Emilio Viano, professeur de sciences politiques à l'American University de Washington. D'abord, avant qu'on aille plus loin, je voudrais vous demander, et diriez-vous que vous n'êtes pas un grand fan du président Trump, du moins de sa politique ou de son administration, par souci d'équilibre, évidemment? Oui, naturellement. L'évaluation de Trump dépend beaucoup de points de vue. Et dans mon point de vue, il a été un échec assez grave jusqu'à maintenant. Ça, ce sont des mots très forts. Mais bon, voilà, on comprend que vous n'êtes pas un grand fan. Mais à propos de cette enquête, Emilio Viano, faut-il effectivement ouvrir une autre enquête sur ce que des élus républicains appellent un parti pris de la part des enquêteurs fédéraux, quand vous avez le cas de Peter Strzok, par exemple? Je pense qu'on utilise ça pour démoraliser les agences fédérales qui conduisent l'investigation sur la collusion, on dit la collusion avec la Russie. Présumé? Oui. Il n'y a aucune preuve jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, naturellement, parce que le procureur qui est en train d'investiguer ça, il ne révèle pas ce qui est là. Ouais. Mais enfin, je crois qu'il y a tout un mouvement de la part des républicains, de la part de la Maison-Blanche et des autres, si vous voulez, donner l'impression que la FBI et les autres agences et Mr. Mueller ne sont pas impartiels, qu'ils ont un agent politique, qu'ils sont de la côté des démocrates et qu'ils veulent détruire la présidence de Trump. Sauf que le président Trump n'a jamais dit qu'il visait justement l'investigateur principal du même, mais plutôt il y a quelques éléments comme Peter Strzok qui avait déjà une relation avec une avocate du FBI et il échangeait des textos et qui était clairement anti-Trump. Mais Timothée, est-ce que c'est comme un boulet quand même au pied du président Trump, cette enquête? Au pied du président Trump, au pied des républicains, parce que d'un côté, ils soutiennent le président qui est le leader de leur parti, mais de l'autre côté, traditionnellement, les républicains ont toujours été le parti défendant les services de sécurité et la police. Donc c'était de fervents partisans des agences de sécurité. Aujourd'hui, les républicains se retrouvent à critiquer ces mêmes agences. Donc, il y a un net malaise au sein du Parti républicain concernant cette enquête. Ngemi Yahalengi, en deux mots, où se dirige cette investigation d'après vous? D'après moi, Jacques, ça va amener nulle part. C'est que les gens oublient que les États-Unis d'Amérique, le système de justice des États-Unis d'Amérique, continue toujours à travailler malgré qu'il y a des républicains et des démocrates. Donc, si nous considérons ce qui s'est déjà passé avec cette investigation qui n'a jamais fait la connexion avec la Russie, donc nous pouvons conclure que malgré qu'il y a des gens autour de Donald Trump qui ont menti, tout cela, mais l'investigation comme telle sur le problème principal de la connexion avec la Russie ne va aboutir à rien du tout. Finalement, on va la conclure, on va... Bon, ça, on ne le sait pas, évidemment. Jusqu'à maintenant, on ne le sait pas. On ne peut pas deviner l'issue de cette enquête. Alors, deux commentaires Facebook. Rachid Bari, d'Alaba, Guinée. 1 an après son investiture, l'Amérique recule. Et Bint Diassana, Bamako, Mali, président de prophétie.
Il faudra des années pour comprendre la justesse de ces prises de position. Voilà des commentaires, allons dire, assez et partagés sur la page Facebook de VOA Afrique. N'allez nulle part ailleurs, Washington Forum revient après cette pause. Vous et nous, c'est votre émission hebdomadaire de VOA Afrique. Une connexion Afrique-Amérique inédite où les Africains et les Américains se racontent. Ces rencontres loin des clichés. Un choc des cultures, bienvenue. Dans Vous et nous. Suivez des interviews, des reportages originaux. Nos rubriques web, nouvelles technologies. Mode, amour, emploi vous tiennent informés à l'ère du temps. Vous et nous. C'est moi. C'est toi. C'est vous et nous. Jacques Aristide de retour avec vous dans ce Washington Forum, la première année de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le président a marqué cet anniversaire en attribuant des prix aux médias qui diffusent, selon lui, des fake news, fausses nouvelles, comprenez. CNN, le New York Times et le Washington Post font partie de la liste. Gros plan sur cette guerre ouverte entre le président Trump et les médias avec Raissa Girondin. Si vous voulez découvrir la source des divisions dans notre pays, ne regardez pas plus loin que les fausses nouvelles et les médias corrompus qui préfèrent obtenir une bonne notation et des clics au lieu de dire la vérité. Le président Trump réagit souvent contre les nouvelles qu'il n'aime pas. Il a utilisé le terme fake news dans pas moins de 180 tweets depuis le jour de son investiture, aussi bien dans ses nombreux discours que dans des interviews et commentaires. Les défenseurs de la liberté de la presse disent que la stratégie de Trump n'est pas sans effet. Il brûle d'envie d'avoir Twitter et les agences de presse reprendre ses tweets dans leurs articles et amplifier ses propos. Il est donc à cet égard très complexe, c'est-à-dire que la presse dont il se sert est la même qu'il est en train de dénigrer. Il y est très sensible et s'énerve très rapidement par tout ce qu'il voit dans les médias qu'il a déjà dénoncé comme faux. This is an apple. Blessés par les attaques sur leur intégrité, les principaux médias ont créé de nouveaux slogans et des campagnes publicitaires comme la pomme de CNN pour se défendre. Des groupes de défense de la liberté d'expression disent que des dictateurs suivent l'exemple de Trump. Nous avons vu que fake news est un terme utilisé aux Philippines, en Russie, en Chine, en Égypte, pour justifier leur propre oppression des médias dans le but de réduire au silence les journalistes. Nous avons aussi vu la Chine dire « Hey, les États-Unis prennent finalement conscience d'un point qu'on n'a pas cessé de répéter. Les médias sont problématiques. » Et ce n'est pas ce que nous voulons voir dans le monde entier. Un responsable chinois de la cybersécurité a récemment cité les fake news pour se défendre d'un rapport classant la Chine comme le pire ennemi de la liberté en ligne au niveau mondial. Même dans des régions comme les États-Unis et l'Europe, tout le monde parle de ces nouveaux médias, ces fausses informations, ces rumeurs. Ce problème fait rage. Comment le régler? Nous sommes tous dans le même bateau. Le phénomène s'étend. Le président syrien Bachar al-Assad a rejeté des rapports des droits de l'homme en disant « Nous vivons dans une ère de fausses nouvelles ». Les leaders de régimes autoritaires en Thaïlande, au Cambodge, en Malaisie ont tous parlé de fausses nouvelles. Singapour envisagerait d'instaurer une loi sur les fausses nouvelles cette année. Il semble que cela a encouragé ces leaders à croire que ce qu'ils font est acceptable, qu'ils peuvent s'en sortir, qu'il n'y aura aucune réprimande de la part du gouvernement américain. Trump a accueilli plusieurs personnalités considérées comme des dictateurs à la Maison-Blanche. Il a salué le président turc Recep Tayyip Erdogan comme un ami, malgré la réputation de la Turquie comme étant le pays qui emprisonne le plus grand nombre de journalistes au monde. Le président Trump et les médias, merci bien Raissa. Et nous retrouvons nos invités de notre studio à New York, l'historien congolais Ngemi Yalenghi, un partisan du président Trump.
À mes côtés à Washington, le politologue Emilio Viano de l'American University. Également avec nous, Timothée Delangmaille, chef du service francophone de la VOA. Emilio Viano, la presse d'information générale américaine est-elle devenue beaucoup plus partisane qu'auparavant quand il s'agit de couvrir le président Trump? Je ne crois pas. Je crois que c'est une illusion du président qu'il a attaqué beaucoup de monde sur Twitter. Il a attaqué la presse, il a attaqué Hillary Clinton, il a attaqué Obama, il a attaqué le dictateur de la Corée du Nord et particulièrement la presse, ce qui est préoccupant parce que c'est un peu une manière de dire pratiquement, comme dans beaucoup de pays totalitaires ou presque totalitaires, que vous êtes avec moi seulement si vous disiez que je suis le meilleur, que tout va bien, que ce que je fais est parfait et que ma politique est la plus positive pour le pays. Oui, mais Emilio Viano, il a peut-être déclenché cette guerre, mais les grands médias ne devraient-ils pas se contenter de donner le ton de l'opinion américaine dans son ensemble? Non, les médias... Aux dernières élections, il y a 30% de personnes qui n'ont jamais voté auparavant et qui ont voté pour lui. Donc peut-être que ce n'est pas le rôle des médias. On ne doit pas oublier que Hillary Clinton a vaincu l'élection populaire avec plus de 3 millions de votes plus que Trump. Ainsi que Trump a gagné l'élection pour le collège électoral, pas pour le vote direct des citoyens. Évidemment. Mais enfin, les médias ne sont pas seulement une réflexion de ce qui se passe, ils forment aussi l'opinion publique, ils font des investigations, ils expriment des opinions, et c'est très important. Il y a même la presse de Fox et des autres canaux qui sont en faveur de Trump. Absolument. Mais évidemment, dans les journaux, il y a une partie, il y a une section opinion, et il y a une section où on doit couvrir les événements de manière objective. Pourquoi cette partisanerie excessive, d'après vous, Timothée? Alors, à ce propos, Jacques, je crois que le plus grand adversaire du président Trump, c'est le président Trump lui-même, parce qu'il prend des décisions importantes pour la vie du pays. Et au moment où la discussion dans les médias s'engage sur ces décisions, il y a un tweet, il y a une autre déclaration controversée, et du coup, on laisse tomber ces discussions importantes pour se pencher sur ces nouvelles déclarations. Donc, c'est un cycle continu qui fait que c'est un véritable défi pour les médias américains de couvrir le président Trump. Évidemment, un véritable défi. Et Emilio Viano vient de le dire, Ngemi Alenghi, même la chaîne conservatrice Fox News a fait part d'une certaine exaspération face à ce conflit avec les médias. Est-il temps pour le président d'apaiser les relations? Et en tout cas, écoutez, Jacques, moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui minimisent la liberté de presse aux États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas comme dans ces pays où on montre ces dictateurs-là qui parlent de fausses news, par exemple. Aux États-Unis, la liberté d'expression, c'est une liberté non seulement qui survit n'importe quelle critique, mais Donald Trump, en tant que président américain, un républicain, qui même pendant les primaires n'était pas populaire à côté des autres républicains, il est new-yorkais, il est de New York. Moi, je vis à New York, nous savons comment les gens se comportent. Lui, il n'a pas peur de critiquer ceux qui le critiquent, mais ça ne veut pas dire que la liberté d'expression aux États-Unis d'Amérique va être affectée. Donc il faut que les gens sachent que les États-Unis d'Amérique que comme certains de ses détracteurs vont vous le rappeler, il est maintenant président. Deux derniers commentaires Facebook. Charité Djirambe, Gaoundéré, Cameroun. Pour moi, le président Trump n'a pas failli à ses promesses de campagne, même si au plan de la diplomatie, il reste beaucoup à faire. Et Paul Dubois Mwamba, Lubumbashi, petit à petit, les États-Unis deviendront comme la RD Congo parce qu'un désordre se dessine dans la gouvernance. Plein feu maintenant sur la lutte contre le groupe État islamique. Un an après l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, le groupe a perdu ses principaux bastions en Irak et en Syrie, mais les militaires américains craignent que les djihadistes ne se redéploient dans d'autres régions du monde, comme en Afrique, où de vastes territoires sont marqués par une absence de l'État. Le récit d'Abdourahmane Dia.
Toutes les conditions idéales sont réunies pour une propagation de l'extrémisme en Afrique. Pauvreté, instabilité politique, population très jeune et sous-emploi. Si on devait jeter un regard sur l'avenir, on se dirait que c'est l'Afrique qui sera le point chaud. Le continent africain accueille moins de la moitié du nombre de troupes américaines déployées en Afghanistan. Mais la hausse des activités liées au terrorisme est l'une des raisons qui explique la montée en puissance de la présence américaine en Afrique. Il y a une préoccupation en Afrique que l'approche américaine est de plus en plus militaire, ou qu'il y a une grande préoccupation concernant les questions militaires et sécuritaires que par le passé. John Campbell, qui a aussi servi au Nigeria comme ambassadeur des États-Unis sous George Bush, explique aussi que les efforts devraient se focaliser sur la lutte contre ce qu'il considère comme les causes profondes de l'extrémisme, le sous-développement et la mauvaise gouvernance. Mais cette tâche pourrait s'avérer plus difficile si le budget du département d'État est réduit d'un tiers comme le prévoit cette administration. L'approche sécuritaire va-t-elle marcher? Globalement, je dirais non. AFRICOM, le commandement américain pour l'Afrique, veut renforcer les capacités des armées africaines pour combattre les extrémistes. L'armée américaine sait bien que la jeune population africaine est une proie idéale pour les recruteurs djihadistes. Lorsque vous n'avez pas d'alternative et qu'un extrémiste vous offre une moto et une épouse, qu'est-ce que vous voulez faire? Votre famille a faim et vous ne pouvez pas la nourrir et quelqu'un vous fait une offre. Cette année, le gouvernement américain a élargi les pouvoirs de l'armée pour frapper les positions d'Al-Shabaab en Somalie. Cela permet aux militaires d'adopter une position offensive plutôt que défensive dans ce pays. C'est une bonne chose, c'est sûr, car nous faisons de notre mieux pour les aider en utilisant nos moyens. Mais la guerre contre le terrorisme en Afrique a un coût. Un soldat américain qui assistait les forces somaliennes a perdu la vie au mois de mai, tandis que 4 autres ont été tués en octobre dans une embuscade tendue par des éléments présumés du groupe État islamique au Niger. Si la situation sécuritaire se détériore davantage, les troupes américaines pourraient faire face à des conditions plus dangereuses en Afrique. Abdourahmane Dia, merci bien. Emilio Viano, très rapidement, dans cette guerre contre le groupe État islamique, êtes-vous d'accord que quelques progrès ont été accomplis durant l'an 1 de Donald Trump? Oui, on a fait des progrès sur le terrain, particulièrement en Syrie, c'est vrai. Naturellement, maintenant, il y a beaucoup de tensions avec la Turquie pour son intervention dans le territoire des Kurdes. Mais enfin, il y a aussi un autre côté de ça, c'est-à-dire que ISIS, qui était bien localisé dans cette région de la Syrie, maintenant se répand dans d'autres régions. Voilà. Et il n'est pas très facile de le rencontrer, de savoir ce qu'ils vont faire. On craint évidemment pour l'Afrique. Ngemi Yalengui, au chapitre de l'immigration, l'Afrique a réagi avec colère aux propos jugés désobligeants prêtés au président Trump sur des pays du continent. Quelle lecture faites-vous de cette polémique très rapidement, en 20 secondes? Allez-y. En 20 secondes, ma réponse, c'est mon livre que j'ai publié, que vous avez vu. Ça s'appelle Joseph Kabila, usurpateur d'identité, imposteur cheval de Troie au Congo. C'est-à-dire, non, écoutez, quand le président dit que l'Afrique est en merde, c'est à cause justement des leaders. Nikki Haley a dit, par exemple, pour le comité des Nations Unies. Le président ougandais qui a dit aimer sa franchise. Point final à ce Washington Forum. Merci à nos invités et à mes collègues de Washington et New York. Et merci à vous, chers amis de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous encore une fois cette semaine. C'était Jacques Aristide de Washington. À très bientôt. Take care.